Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, on est dans l'épisode 126 du podcast de Contournement et j'ai le plaisir cette fois de recevoir Dimitri Nicolas, le fondateur, cofondateur de Superforge. Tu nous raconteras exactement comment s'est passé un petit peu les débuts et qui t'a accompagné dans cette aventure. Voilà, on va parler de l'agence, on va connaître un petit peu ton parcours. Voilà, ça fait un moment qu'on se croise un petit peu, comme je le disais en off, dans des événements, mais on n'a jamais le temps vraiment de bien parler. Donc voilà, c'est le moment, on va pouvoir enfin vraiment tout savoir de toi et puis de Superforge plus particulièrement, savoir un petit peu ce que vous faites, les technos que vous utilisez, comment vous fonctionnez. Voilà, moi je m'intéresse vachement au fonctionnement des agences no-code. Je trouve ça assez intéressant en général et aussi de voir un peu la différence avec les agences plus traditionnelles, les agences web et ce qu'on peut faire de nouveau ou pas d'ailleurs, hein, parce que peut-être que tout n'est pas d'ailleurs à jeter dans les agences traditionnelles. Pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invite déjà. Alors pour me présenter rapidement, je suis cofondateur de Superforge, donc on est 2 associés maintenant. Une agence no-code, mais pas que, on fait aussi du design, produit design, on pourra rentrer en détail plus tard dessus. Et on accompagne des porteurs de projets de toute taille, de la start-up jusqu'à la PME, voire le grand compte, sur des projets digitaux, et où le no-code a du sens. Voilà. Ok. Tu dis no-code mais pas que, donc tu disais du design aussi, j'ai vu du marketing même que vous faites, enfin sur votre site en tout cas c'est marqué. Je sais pas si Oui, on a le petit pôle marketing, mais qui sert beaucoup surtout pour l'agence en elle-même. Okay. Après, on propose aussi un petit peu nos services à la carte selon le besoin à certains clients, mais c'est pas notre spécialité. Okay. Nous, c'est plutôt le produit design et le développement en no-code et un petit peu de code. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est ça, vous faites aussi du code et ça vient aussi de ton parcours, si je dis pas de bêtises, tu as été développeur professionnel, si tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Et oui, j'ai fait presque 10 ans de dev, je crois, ouais. Et c'était surtout du back-end, donc voilà, on rentre direct dans les modes techniques, comme tu me disais juste avant. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de back-end et que ça quoi. Et puis oui, donc du coup j'ai toutes le mindset et les méthodes de dev que j'essaie d'appliquer à l'agence. Parce qu'au final, on le verra, on pourra en discuter, mais c'est quand même très très proche du dev. Voilà. J'ai cru voir, si je dis pas de bêtises, que tu as fait l'école polytechnique. Oui, mais pas en ingénieur, c'était doctorat. Okay. D'accord, oui. Ok. Et c'était quoi un peu ton... Tu voulais devenir dev ou c'était... Le dev, c'était vraiment plus un hobby sur le côté. Moi, j'ai fait des études de maths appliquées à la base. Okay. Voilà, à l'école, j'étais juste fort dans ces 2 matières, quoi, maths et physique. Le reste, j'étais un peu nul. Mais du coup, c'est ce qui m'a aidé et c'est vraiment ce que j'aimais. Et du coup, j'ai fait beaucoup de maths et de maths appliquées. Dans les maths appliquées, tu as du dev parce qu'il faut développer les modèles numériques pour pouvoir résoudre des équations, ce genre de choses. Et donc, du coup, tu fais du dev, mais tu fais pas du dev en mode pro. C'est du dev vraiment pour scripter et résoudre tes problèmes, t'optimises parfois. Mais c'est pas du dev comme on peut l'entendre sur des projets web ou logiciels des gros. Oui, c'est des choses peut-être genre MATLAB, R, des trucs comme ça, non, j'imagine. On avait, j'ai fait beaucoup de MATLAB, de Fortran. Ok. Voilà, des Fortran, choses aussi. Ouais, dans la recherche mathématique, des fois, on est sur des logiciels bas niveau et un peu anciens, mais ça marche très bien. Et donc ouais, j'ai fait beaucoup de maths appliquées et jusqu'au doctorat. Et puis là, j'ai vu que le chemin du doctorat, c'était surtout la recherche. Enfin, beaucoup la recherche. Et quand tu fais de la recherche, ce que tu fais, c'est applicable dans X années. Enfin, si jamais un jour c'est applicable. Donc, tu vois pas vraiment les fruits de ton travail. Ça m'a un peu frustré, malgré l'amour que je porte à la discipline, on va dire.
Donc du coup, juste après ça, j'ai décidé de switcher et de faire sur ce que je faisais un peu en hobby depuis très longtemps, depuis tout petit, du dev. Donc en Mm. fait, et après j'ai postulé direct dans le dev et je suis atterri à Ubisoft directement. Donc je voulais mixer les deux, faire du dev et un peu de jeux vidéo parce que c'était vraiment les deux choses qui me passionnaient à l'époque. Et donc je suis atterri chez Ubisoft en mode un peu newbie quoi, parce que en dev Mm. j'étais celui qui avait pas fait d'école d'ingé de dev, donc j'ai dû Mm. tout apprendre sur le tas. Donc ça j'ai appris beaucoup avec Ubisoft. Et puis après j'ai continué dans différentes boîtes à faire du dev, toujours back-end, sur différents langages. Ouais. Est-ce que t'as bossé en agence aussi? Non, non, non. J'ai fait, c'était des boîtes qui avaient des produits dev, enfin, des produits, et il fallait dev dessus. Euh, Ce qui est souvent, je trouve, un endroit où on apprend à aller plus loin, je trouve. Je sais pas, après, c'est peut-être mon expérience personnelle, mais en agence, on a tendance, alors après, ça dépend des agences, mais à faire plein de projets, ce qui peut être chouette aussi, mais des fois moins loin. Alors que quand on travaille dans une boîte qui a un seul produit, forcément, il y a un truc où on peut aller très loin dans tout ce qui est optimisation, dans le fonctionnement même de l'équipe, dans la sécurité, dans plein de choses. Enfin, oui. en tout cas, c'est un petit peu moi ce que j'ai observé. Oui, c'est plutôt vrai. Hein, c'est plutôt vrai. Dans l'agence, tu vas aller tâter plein de projets différents, plein de problématiques différentes, mais bon, des fois, tu vas tacler un peu loin les sujets parce on doit aller jusqu'au bout. Alors que dans une boîte qui fait un produit, tu es affecté à une partie du produit et là, peux avoir des vraies problématiques d'optimisation, des problématiques de refactoring de code euh, ou de tout simplement d'implémentation de nouvelles fonctionnalités. Ouais. Euh, donc là, ouais, t'es spécialisé dans ta partie, quoi. Ouais, et puis tu peux avoir aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est pas négligeable souvent, c'est que tu as le temps. Tu as le temps de, justement, par exemple, de faire du refactoring, donc factoriser, enfin, optimiser le code, parce que de toute façon, le produit, il est là dans le temps, il doit tenir, bon, surtout si c'est une boîte qui est un petit peu établie, quoi, pas forcément, c'est pas toujours vrai dans les startups où il faut aller vite, mais ça, je trouve ça intéressant aussi, alors qu'une agence, tu as une deadline, tu dois livrer, tu as un client, tu as des enjeux financiers, tu as aussi des choses comme ça Dans externes la boîte qui... aussi, tu avais ça. Hein. Donc il y a une grosse place quand même au refactoring parce que celui qui construit un produit et qui est là depuis plusieurs années et que le produit est gros, tu as 10 devs, tu es obligé d'investir dans le refactoring, sinon un jour ton produit sera plus développable, plus améliorable. Ouais. Donc tu es vraiment C'est la obligé. notion Par contre, d'être technique, quoi, ouais, de c'est de pas accumuler. Ouais. tout à fait. Mais par contre, ça n'empêche pas que parfois, tu as des deadlines business et ils te disent il faut cette fonctionnalité avant telle Mhm. date, absolument. Donc là, tu fais des choix au niveau dev. Tiens, cette partie-là, ok, je mets la note. Dans 3 sprints, je la refactor, tu vois. Ouais. Donc il faut faire aussi ce genre de choix. Tout à fait. Ouais, oui, oui, non, c'est sûr que t'as toujours des contraintes et il faut que les choses avancent, mais ouais, enfin, oui, oui, non, tu l'as bien expliqué. Et alors, du coup, avec donc tout ce parcours quand même donc plutôt technique, enfin même très technique, qu'est-ce qui t'a amené déjà juste à la découverte du no-code et peut-être ensuite la création de Superforge? Alors la découverte du no-code, c'est un peu un gros hasard, je pense, parce que je faisais que du dev tout le temps, quoi. Et dans ma dernière expérience, j'étais moitié dev, moitié gestion de portefeuille avec un bizdev chez Criteo. Ok. Et, euh, est arrivé le Covid. Et là, c'est là où ça m'a décidé à tenter ce que je voulais aussi faire depuis un bon moment, tenter un peu l'entrepreneuriat. Je savais pas du tout dans quoi, sous quelle Hmm. forme, mais il fallait que je tente un peu l'aventure, on va dire. Euh, donc, c'est là où je me suis lancé et que j'ai commencé à développer mes idées, mais vraiment, à moi, je savais pas du tout où j'allais, quoi. Hmm. Vraiment, Ok. en Hmm. mode. C'est cool. Euh, C'est cool aussi d'avoir des phases comme ça, un peu d'exploration, d'avoir du Oui, temps. Hein. c'est une super phase. Tu peux tester tes idées. Des fois, tu vas trop loin dans un truc. Enfin, tu vois, ma première idée que je voulais tester, je l'ai fait. C'était une mini app pour les enfants, pour pouvoir lire des livres avec eux en tant que parent, un truc très lié, avec moi, ma vie de famille et tout. Donc, j'ai commencé à le développer en Kotlin, quoi. Je voulais faire ça sur Android. Voilà. Et quand j'ai commencé à creuser, j'ai découvert Bubble. Et là, je fais, ah, c'est sympa, je peux refaire tout rapidement. Et puis, j'ai la maîtrise sur tout, quoi. Pas que le back-end, Hmm. back-end et front-end. Donc, j'ai trouvé ça vraiment libérateur. Je faisais que du back-end et en fait, j'avais maintenant à m'apporter la possibilité de construire une app de A à Z. Du moins techniquement, je veux dire. Hmm.
Bon, après, t'apprends sur le tac, en fait, il y a pas que la technique, quoi. C'est-à-dire, mon app, j'ai beaucoup itéré sur ses fonctionnalités, le produit, le design, mais en fait, t'itères en développement, quoi. Donc, c'est pas hyper pratique. Bon, en no-code, c'est plus pratique. Mais même en no-code, au final, t'arrives à te dire que il faut travailler tous ces aspects en amont. C'est quand même beaucoup plus efficace. Mais voilà, j'ai découvert ça comme ça, en testant et en voyant que, ah tiens, c'est quoi ça le no-code? Je peux faire tout, c'est génial. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs, là, tu soulignes déjà, je trouve, un des gros écueils, un des gros, je sais pas comment dire, un peu préjugés. Enfin, ce côté, oui, le no-code, c'est facile, par exemple, avec Bubble, donc on peut itérer très vite. Donc on peut tout faire en live et se jeter dans les outils tout de suite. Oui. Tu vois, et je trouve que tu vas nous raconter comment vous fonctionnez en mode agence. Et bon, je suis sûr que c'est pas du tout comme ça. Mais même pour les gens individuels, nous on essaye toujours de rappeler aux gens, mais posez-vous un peu en amont, même avec un papier et un crayon, dessinez un petit peu les écrans de ce que vous voulez faire si c'est une app, modélisez un petit peu votre base de données, des choses comme ça, quoi. Parce que c'est vrai que le fait que ces outils soient très visuels, très Oui. même sympa, hein, je veux dire, c'est agréable hein, quand on maîtrise bien Bubble, par exemple, ça devient un petit peu un jeu quasiment de construire des apps, mais ça y a aussi un peu ce truc de moins préparé, quoi. Ah bah tu peux vite tomber dans le tiens, je vais faire mes maquettes sous Bubble. Ouais, Parce que du coup, tu commences à maîtriser un peu l'outil, tu maîtrises pas Figma, donc du coup, tiens, bah je fais ça sous Bubble, c'est parfait, parce qu'en plus je peux faire des petites interactions. Tiens, je clique sur le bouton, j'arrive sur ma nouvelle page. C'est cool. Ouais. Et un des trucs, je trouve, qui arrive aussi, c'est que sur le côté produit, ça peut t'inciter, enfin, sans t'en rendre compte, à développer des fonctionnalités qui n'ont aucun intérêt, aucune valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Enfin, et d'oublier un peu l'approche product manager et de, tu vois, se dire, ah bah tiens, oui, tiens, c'est facile de faire une connexion avec une API à tel service avec Bubble, je vais le faire, alors qu'en fait, dans le produit, l'utilisateur, il n'a pas besoin de ça, quoi. Et donc, tu passes à côté et toujours un peu cette facilité et on oublie la finalité, quoi. Ah bah clairement, moi il y a 4-5 ans j'étais dans cet état d'esprit. Je voulais avancer dans mon idée, je sais ce que je veux mentalement, j'y vais. Je cherche même pas à savoir si ça résout un problème ou si ça marche bien. J'y vais quoi, parce que c'est mon idée, je la trouve bien. Et Mais c'est peut-être ça ouais. qui t'a... Et d'ailleurs ça m'amène à une autre question. C'est peut-être ça qui t'a aussi aidé à prendre en main Bubble et à aussi... l'avantage de ça, de faire plein de fonctionnalités, des trucs peut-être qui servent à un produit, par contre c'est que techniquement tu développes des compétences. Toi, tu t'es Oui, formé clairement. comment avec Bubble? C'est vraiment en faisant ou tu as fait une formation aussi? Une auto-formation, ouais, parce que j'aime beaucoup bidouiller, découvrir par moi-même, me tromper, chercher. Donc en dev, c'est beaucoup ça, hein, c'est-à-dire t'as une problématique devant toi, c'est comment je la résous, comment j'atteins mon objectif, et tous les moyens sont bons pour soit contourner le problème, soit le penser différemment. Tu résous un problème. Bah là, c'était pareil. Je dois aller à une certaine étape. J'ai ça dans les mains. Comment je fais pour y aller? Et ça, j'adore parce que à chaque étape, une fois que tu es arrivé à l'étape finale que tu pensais peut-être infranchissable parce que difficile, bah, tu as une grosse reward mentale, quoi. C'est génial, je passe à l'étape suivante. Et en Ouais. dev, c'est que ça. Le shot d'adrénaline en dev, c'est quand tu as un gros problème et tu sais vraiment pas le résoudre. Bah, en fait, tu retrousses les manches et puis tu passes 2 jours et puis tu résous le problème. À la fin, tu es tellement content. Alors, donc ouais, Moi, c'est je dirais même que il y a des fois des gros problèmes, mais même sinon, fondamentalement, le métier de dev, c'est de résoudre plein de petits problèmes dans la journée. c'est vrai. Des fois des gros, mais aussi même un peu des petits, et puis d'avoir soit des petits, comme ça, comme tu dis, récompenses d'adrénaline, soit aussi des fois quand tu galères vraiment, c'est pénible. Par contre, tu as une grosse récompense, quoi. Ouais, clairement. Il y a une espèce de... Moi, je pense que les devs doivent avoir un peu une sensibilité à la... Enfin, une tolérance à la frustration. C'est-à-dire, c'est parce que tu passes quand même beaucoup de ta journée à être frustré, quoi. Quand t'arrives... Ah ouais, ça, bah alors, c'est pas tout à fait le mot, je dirais frustré. C'est plutôt, c'est un mini stress qui te met dans l'attente de, mais c'est un stress bénéfique. C'est-à-dire, tu te mets un peu la pression et j'ai la bonne, juste pression pour avancer, te rester motivé et c'est ça qui participe aussi après un peu au shutdown d'adrénaline finale, quoi. Tiens, j'ai bien inspiré, maintenant j'ai réussi, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Ça serait moins fun si tout était facile tout de suite. Enfin, Ah oui. que ce soit dev traditionnel, si tu passais ton temps à taper du code, ça serait pas intéressant. Enfin, c'est pas une machine à écrire, quoi. C'est la réflexion qui va autour et tout. C'est pareil avec quand on est sur Bubble ou dans un outil no-code. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené il y a eu cette phase un peu d'exploration. Enfin, t'as construit justement des applications, des choses pour toi. À un moment, est-ce que tu t'es dit
je vais me lancer en freelance, je vais faire une agence tout de suite. J'ai commencé à faire mes produits. Ensuite, j'ai commencé un peu à travailler sur un produit avec un autre entrepreneur. Et du coup, on a fait ça un peu en Bubble. Donc là, on commençait un peu plus à travailler le produit et à travailler ensemble le produit, à le développer en Bubble. Donc ça, c'était cool. Donc au final, c'était un travail avec une récompense de potentiellement devenir associé après. Au final, ça s'est pas fait. Mais par contre, j'ai beaucoup appris, surtout en Bubble et puis dans la partie produit design, entrepreneuriat, grâce à ce premier projet. Et en parallèle, je commençais un peu à faire des missions freelance en Bubble. Tiens, telle startup, je contacte sur LinkedIn, besoin de prototyper ça, ou bien c'est plutôt quels sont vos besoins, est-ce que tu n'as pas essayé ça, ça, ça. Ça a un peu commencé comme ça. Ça a commencé sur des messages de Ok. LinkedIn où je répondais à des questions et après on s'appelait et comment on peut résoudre ton problème. Et donc j'ai commencé à faire des missions freelance comme ça, petit à petit. Et j'ai un peu délaissé mes projets de produits que je voulais développer pour faire que ça, parce que j'ai commencé à bien aimer ça, à aider tout simplement les startups à Mhm. tester leurs idées. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu beaucoup de travail. Et là, j'avais le choix, quoi. C'est soit je continue avec beaucoup de travail et bon, c'est cool. Soit je recrute et puis tiens, on peut faire une mini team, quoi. Je Mhm. pensais pas vraiment faire une agence. Voilà, je voulais juste pas être tout seul pour pouvoir Ok. faire des choses et puis prendre plus de projets intéressants. Voilà. Là, on est juste pour situer un peu dans le. T'as parlé du Covid tout à l'heure, donc ça, Ouais. à peu près ce que tu nous dis, c'est sur l'année 2020, en gros. Entre 2010, j'ai lancé en 2019 la boîte. Au début, je savais pas ce que j'allais faire, donc j'ai pris une SAS direct. C'était plus simple. Ok. Et donc j'ai tout mis dessus. Et ouais, en 6-8 mois, je commençais à avoir trop de travail. Ok. C'est là où j'ai commencé à regarder un peu autour de moi. Et j'ai un CV qui est passé sous mon nez d'un dev Ok. et de proches. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas forward le CV à tes contacts collègues dev? J'ai dit, bah pas de problème, je forward. Donc j'ai forwardé à tout le monde, Mhm. à tous mes contacts. Et puis je regarde le CV, je fais, ah mais il est intéressant en fait. Du coup j'ai fait un appel avec lui, donc c'est Mathieu. Et en fait, je dis, ah bah non, Mathieu, tu vas venir avec moi, en fait. Mhm. Ça t'intéresse ou pas, ça, ça, ça? Il a dit, ah ouais, trop bien. Et voilà, donc Il faisait déjà du Bubble ou lui, pas c'était du vraiment tout. aussi un dev. Non, c'était un dev, code d'ingé, et il faisait du Vue.js et d'autres technos. Ok. Et du coup, il a adoré tout de suite au concept et à l'idée. Et il est venu dans la boîte en stage. Et, euh, Et et à en ce fait, moment-là, t'étais tout seul encore. ouais, j'étais tout seul, il est venu en stage. C'est à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me dire, en fait, à deux, on va pouvoir construire quelque chose. Et du coup, Mhm. à deux, en stage, mais peu importe, on s'en fout. Ouais. On a construit la marque Superforge, le début, quoi. Et puis comment on se structure. Tiens, on a plein de projets qui arrivent, qui on recrute, alternant, pas alternant, comment on fait. Donc tout ça, on a dû le découvrir un peu tout seul, ensemble. Et Ouais, parce que du coup, vous ça a avez commencé comme ça. deux profils techniques. C'est intéressant parce que donc toi, tu es aujourd'hui, donc de ce que j'ai vu, hein, donc Mathieu, c'est le directeur technique. Oui, Et toi, tu es le CEO, je sais pas comment en français, oui, DG, ouais, enfin, bon, voilà, le boss, quoi, on va dire. Mais du coup, vous êtes vraiment un peu en duo. Et ça, moi, je pense que c'est hyper important d'entreprendre à plusieurs seuls. Je trouve ça vraiment très dur. Et donc, à deux, comme tu dis, hein, de pouvoir se poser, construire ensemble, découvrir ensemble même des choses, c'est hyper important. Mais deux profils techniques, quand même. Donc, ouais, deux profils techniques, c'est vrai que c'est un peu spécial. Et puis vous en avez pas eu plus, peur juste niveau avant, j'ai business. pas. En fait, c'était mon rôle à moi, c'était d'essayer de m'éloigner de la technique justement pour pouvoir apporter le business. Mon profil un peu spécial en tant que sales, on va dire, c'est que je suis un peu comme un technico-commercial, quoi. J'ai le côté Ouais. sales que je connaissais pas et que j'ai appris sur le tas, et le côté technique que je connaissais. Donc je sais ce que je vends. C'est un peu ça l'idée. Donc c'est un avantage comme un inconvénient, quoi. Mais euh, donc mon but à moi, c'est vraiment de m'éloigner de la technique et Mathieu d'être en plein dedans. Ok. Donc ouais, l'agence a commencé comme ça, mais comme tu disais, être deux, c'est hyper important. J'étais tout seul, heureusement qu'on est deux, sinon on n'aurait pas pu aller là où on est. Et puis mon expérience juste d'avant d'essayer de m'associer avec quelqu'un d'autre avait raté. Donc en fait, Mm. c'est hyper dur dans ce que quand j'ai discuté avec d'autres entrepreneurs, c'est hyper dur de s'associer, hyper dur. Ouais. Donc voilà, faut pas lâcher l'affaire, faut tenter des choses. C'est pas grave si ça marche pas une fois, deux fois, trois fois, faut y aller, quoi. Ah oui, il faut trouver le ou la bonne C'est associée. ça.
Et puis, il faut travailler cette relation, quoi. C'est-à-dire, tout ne vient pas naturellement. Il faut qu'il y ait un bon fit, on va dire, enfin, bonne Ouais. accroche au début. Mais après, de toute façon, il y a des choses, on les découvre au fur et à mesure, aussi au fur et à mesure du projet, suivant comment les choses se passent, les rôles Mais le s'affinent. rôle de chacun, il faut les décider Ouais. ensemble, en fonction de la stratégie qu'on veut ensemble aller. Ouais, ça se construit au jour le jour. Tout à fait. Ouais, même si tu peux essayer de discuter, de border, de cadrer le plus de choses possible au début, il y a des choses, c'est impossible à prévoir. Et puis même humainement, souvent, il y a des choses, on s'en rend compte. Peut-être qu'au début, on se dit, ok, bah moi, je vais prendre en charge telle partie. Puis en fait, se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure option, c'est pas là où on est le meilleur. Et puis, il faut toujours être dans la discussion et tout. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que c'est très important et que c'est dommage que, enfin, si des gens ont une mauvaise expérience une fois d'association, que ça les marque à vie et qu'ils veulent plus jamais faire, parce que ça veut rien dire. C'est pas parce que ça marche pas une fois que Ouais, pas y avoir d'autres. Une fois où ça marche mieux, puis surtout on apprend à chaque fois aussi. Comme ça, on reproduit pas les erreurs de clairement, ouais. fois d'avant. Hein. Ok. Et alors, comment donc tu me disais au début, tu as eu des projets un petit peu seul, enfin que tu trouvais comme ça sur LinkedIn et tout. À partir du moment où il y a un peu une vision d'agence, d'un point de vue commercial, ça devient un peu différent. Et justement, j'aimerais bien que tu alors peut-être, non, attends, avant qu'on rentre un petit peu justement, parce que moi j'aime bien toujours un peu dérouler le cycle d'un projet, donc comment on trouve des projets, comment on les vend, etc. Ouais. Mais peut-être avant, là tu nous as fait historique, j'aimerais que tu nous donnes quelques exemples de clients que vous avez eu pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est, tu vois, un petit peu votre activité, quoi. Puis ensuite, on verra un petit peu comment vous travaillez. Ouais, bah, au début, c'était surtout des startups qui veulent construire leur première version, donc qu'on nomme souvent MVP, quoi. Mm. Vraiment la version minimale du projet qu'on peut construire, qui fasse sens par rapport à une problématique donnée. Donc c'est souvent des MVP, donc souvent des web apps aussi. J'ai très très peu de cas où les gens voulaient des apps natives. Et les MVP, ça prend la forme de petites marketplaces de mise en relation, euh, ou d'app mobile pour faire quelque chose de particulier. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plateformes de mise en relation, du Mm. coup, dans une thématique, dans un métier spécifique, Mm. et ils veulent prendre le problème différemment des concurrents. Il y a ça, tu as ceux qui veulent construire des plateformes pour un peu productiviser des services. Un service dans un secteur que les gens font encore à la main, comment je fais en sorte de le faire 10 fois moins cher avec quelque chose de productivisé et très peu d'humain dans la boucle, ou voire avec de l'IA dans la boucle justement. Euh, donc il y a de ça, et bon, il y a une sous-partie, on en fait moins, mais tout de même, c'est les sites vitrines. C'est les accompagner non Ok. seulement à la technique de leurs produits, mais aussi de leur site vitrine, de leur marque, et parce que ça fait partie intégrante de comment optimiser leur rencontre avec leur market fit, quoi. Est-ce qu'ils vont trouver leur Mm. marché? C'est pas que le fait d'avoir un produit qui répond à un besoin, ça va être aussi de le marketer correctement sur la bonne cible. Donc c'est pas que de la tech et du produit, quoi. Ouais, il y avait toute une mode un peu à une époque là, qui était beaucoup poussée par The Family, qui était le fameux fake it until you make it, c'est-à-dire un peu la technique de base, c'était de faire un site tout simple. Par exemple, si tu veux vendre des t-shirts, admettons, c'est même pas un truc technique, ou tu veux vendre une app, et tu mets un bouton genre s'inscrire à l'app. En fait, derrière, il n'y en a pas. Mais juste le fait que tu as eu le bon message commercial sur ce site, que les gens aient appuyé sur le bouton, ça te fait une première validation, quoi, que déjà il y a un intérêt. Et donc, il faut avoir justement cette approche un peu, comme tu dis, d'arriver à bien l'expliquer, bien marketer le truc, quoi. Et comme ça, déjà, tu peux savoir même si est-ce que tu dois te lancer dedans ou pas. Bon, ça c'était un peu caricatural, mais il y avait beaucoup, au moins, bon, c'est une technique. Après, bon, tu peux aussi commencer à faire ton app et puis la faire tester. Ça, c'est plus l'approche, comme tu disais, MVP, quoi. C'est-à-dire que avoir quelque chose quand même qui a un petit peu de valeur, qui a été fait vite et qui permet non seulement d'être marketé et puis d'être testé, quoi. T'as une autre approche, c'est celle où tu co-construis avec tes utilisateurs. Tu devs rien, mais tu co-construis ton produit, et tu fais un prototype, donc des maquettes animées, et puis tu les fais tester avec tes Mm. premiers utilisateurs ou une cible pertinente, et tu testes, tu itères. Et c'est là où tu as des retours intéressants, et tu peux itérer ton concept sans même développer. Justement parce que tu rencontres ta cible, tu fais tester à tes 10 utilisateurs, et donc là, tu apprends des choses. Le Mm. formulaire en amont, ça te valide une première approche de est-ce que le concept plaît à une certaine cible.
tel que marketé sur cette page, sur la landing page. D'ailleurs, tu peux même faire plusieurs landing pages marketées différemment pour voir un peu ce que les gens préfèrent. Mais le test avec le prototype te permet de vraiment rentrer dans est-ce que je résous une problématique, comment je la résous sur cette cible-là. Et puis après, tu as la phase où vraiment c'est le vrai test, tu développes ta première version, ton MVP, et là tu le testes vraiment. Puis après, tu as une autre phase où tu dois mettre un business model dessus, parce que tu peux résoudre un problème, mais si derrière c'est payant, ça se trouve, ça va pas être pareil. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le test ultime, quoi. Tu le testes, tout va bien jusque-là, mais si tu mets ton mode payant à un moment donné, comment le mettre au bon endroit, au bon moment, bien pricé, pas simple. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair que ça, c'est aussi quelque chose. Il y a des gens qui sont prêts à faire et à s'inscrire et à faire certaines choses tant que c'est pas payant, mais le même produit, s'il devient payant, c'est ça change les hypothèses, en fait, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Donc ça c'est, mais ouais non c'est bon, tout ça c'est un peu vraiment les techniques de lancement de produits et tout, mais c'est intéressant aussi de voir un petit peu justement où vous accompagnez pas mal des boîtes justement sur ces sujets-là, quoi. Oui. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple un truc un peu sympa que vous avez fait justement que tu voudrais partager? Est-ce que je peux mettre un exemple sympa? Il y en a plein, hein, mais si j'en choisis un, les autres ils vont me dire pourquoi tu m'as pas choisi. Sachant que sur votre site, vous avez pas mal documenté, j'ai l'impression. Oui, on a fait plein de cas d'études. On essaye de montrer. Je mettrai les liens d'ailleurs dans les notes. Ok, ça marche. Y a un projet qu'on aime bien, c'est Agotera, plateforme de vente de crédit carbone. Donc là, ce projet il est vraiment cool. Et donc il est en bubble. Et c'est un client qu'on accompagne depuis presque 2 ans maintenant, en mode évolution successive et tout. Donc le business marche bien, il grandit bien et c'est vraiment un domaine qu'on aime bien accompagner, quoi. C'est aussi dans nos valeurs. On veut créer quelque chose qui soit utile un peu à la société, quoi. Donc le projet il s'appelle Mathieu, le fondateur. Il est vraiment cool. Ok. Et alors en termes de techno que vous utilisez, donc on a pas mal parlé de Bubble. Est-ce qu'il y a d'autres outils no-code ou est-ce que c'est vraiment vous êtes super focus Bubble? J'ai l'impression que vous n'avez pas trop attaché votre branding entre guillemets, Superforge à Bubble, même si, en tout cas moi j'avais l'impression de savoir que c'était un outil que vous utilisez beaucoup, mais tu vois vous n'avez pas fait non plus. Il y a des boîtes qui sont vachement plus identifiées, tu vois, genre agence Bubble. Oui. Alors, c'est vrai que c'était l'outil premier qu'on utilisait le plus souvent. Donc on fait encore beaucoup de Bubble, mais maintenant on fait donc pour les sites vitrines et le rebranding et on fait du Webflow évidemment. Et maintenant on fait pas mal de WeWeb Exano depuis 1 an et demi maintenant. Donc on a plusieurs projets sur WeWeb Exano et donc ça vient un peu en complémentarité de ce que peut faire Bubble. Donc c'est vraiment différent l'approche. Voilà, donc c'est vraiment cette stat technique nous permet d'adresser des clients où on veut les donner en Europe, on veut accès au code source, on veut potentiellement auto-héberger des choses, bien que les clients très peu au final sont ok à de laisser héberger par l'éditeur. Et puis c'est un aspect de parler front et back en API, alors que Bubble c'est vraiment un ensemble front-back tout ensemble. Donc c'est plus dev et donc du coup tu as des problématiques qui sont plus simples en WebXano que dans Bubble. Puis tu as aussi l'inverse en vrai, hein. Des fois des choses plus simples en Bubble que en WebXano. Donc ça adresse d'autres types de projets. Ok, c'est hyper intéressant là, de décrire un peu justement dans quel cas vous partez sur l'un ou sur l'autre. C'est qui fait ce choix en général? C'est vous? Est-ce que vous avez des clients qui viennent qui disent moi je veux du Bubble, moi je veux du WebXano? Est-ce qu'il y en a qui s'en foutent? Alors oui, mais par contre en tant qu'agence, notre devoir de conseil c'est de prendre la problématique, ce que nous dit le client, hein, et puis de le conseiller au mieux. Et donc du coup de manière finale, c'est le client qui décide, mais je lui donne tous les conseils pour qu'il puisse décider de manière éclairée. Donc s'il était à fond Bubble, mais que je lui dis oui, mais sur cette techno ou cette techno, c'est intéressant pour ça, je lui mets tous les pour et les contre de chaque techno, et puis il décide.
Donc c'est déjà arrivé ça, ouais. Bah, c'est assez souvent d'ailleurs, mais je mets les pour et les contre. Bon, quand c'est clair que Bubble fait le taf, bah je mets pourquoi le Bubble fait le taf, et le client dit ah ouais tout à fait. Mais quand je vois qu'une autre techno peut aussi faire le taf, voire correspond mieux, bah je présente et puis le client décide au final. Ok. Donc ça me donne cette liberté là aussi. Hmm. Si c'était que Bubble, full Bubble, je pourrais pas avoir ça. Ça c'est Ok. plutôt pas mal. Ouais, non, c'est intéressant. Et c'est là où, tout à l'heure, tu disais, tu vois, que tu étais un commercial technique. Et bon, enfin, moi, je trouve que tous les commerciaux, dans le contexte d'une agence web ou quoi, devraient être un peu techniques parce que ça évite le côté où le commercial, il vend n'importe quoi, puis derrière, c'est l'équipe tech qui doit se débrouiller. Et aussi de bien conseiller le client, quoi. Si je prends plutôt le bon côté, ça veut dire que rapidement, déjà dans la prise de brief, etc., il peut y avoir du conseil en réalité, quoi. Ouais, assez rapidement, je peux voir si le projet il est faisable dans une techno no-code, identifier les endroits où il y a des petits risques, ou bien si on doit faire des POC techniques avant sur telle partie du projet, parce que c'est plus sécure de faire un POC techniquement à cet endroit-là. Ouais, vérifier, valider que ça, vous pouvez vraiment le faire. Des choses comme ça, de pas se retrouver dans Ouais, alors que l'embarras soit après. nous on peut bah c'est soit que le no-code peut le faire entre guillemets, soit c'est parce que typiquement c'est des API de mal documentés ou autre, c'est Hmm. bah d'abord testons l'API quoi, parce que tu as besoin de cette API mais bon elle m'a l'air un peu bancale. Donc testons d'abord l'API dans ton contexte et avant de construire tout autour. Comme ça, on aura le moins de surprises possible. Mais bon, c'est difficile de tester Hmm. quelque chose avant même d'avoir conçu un ensemble. C'est pas simple. Ouais, et puis tu peux pas y passer trop de temps en avant-vente, si j'ose dire. C'est-à-dire que Bah c'est tant que, ça. Ouais. à un moment, tu peux pas non plus border tous les projets. Tu passerais tout ton temps, et puis si le projet derrière se fait pas, bah c'est du temps perdu, Bah, quoi. si c'est rapide, on le fait en avant-vente gratuitement. Ouais. Ce petit POC, c'est-à-dire on prend 1, 2, 3 heures et on POC ça. Quand on sent que le client est sérieux, a du potentiel et tout, aucun problème pour pouvoir donner de notre temps et résoudre des problématiques. C'est pour ça qu'on a les office hours d'ailleurs. C'est Hmm. vraiment pour rendre service. Et, euh, et quand c'est un plus gros POC, bah ouais là je fais un devis quoi, tout simplement, pour poker la chose. Ouais. D'ailleurs, POC, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est Proof of Concept, donc c'est vraiment un D'accord. prototype qui valide un concept, quelque chose qu'on peut faire, quoi. Ok, non, bah écoute, c'est hyper intéressant. Justement, si on déroule un peu un projet, donc là on parlait justement de la partie commerciale, juste déjà par curiosité, comment est-ce que vous trouvez vos clients? Est-ce que c'est les gens qui viennent à vous? Est-ce que maintenant vous avez du bouche à oreille? Est-ce que tu nous parlais un petit peu de marketing justement tout à l'heure? Qu'est-ce que vous faites et est-ce que c'est difficile aussi? Je trouve ça important, des fois il faut un peu démystifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui rêvent de faire une agence. Donc aussi un petit peu avoir déjà le nerf de la guerre, le côté commercial. Ouais, alors bon, on va scinder peut-être en deux termes. Bon, c'est deux termes pas techniques mais marketing quoi. Inbound, outbound. Donc outbound, tout ce que tu vas aller chercher toi-même, si je simplifie, et inbound, tout ce Mm. qui vient à toi tout seul entre guillemets, ou bien par construction, tu vois, genre du SEO. Euh, alors, bah, nous, ça fait 2 ans qu'on essaye de... Alors, attends, je vais le prendre autrement. Euh, Moi, je trouve ça difficile d'aller contacter en outbound plein de gens et de leur dire voici mes services, que vous avez besoin de mes services maintenant. Mm. Il y a très peu de chances qu'ils aient besoin de mes services maintenant. Mm. Et puis j'arrive comme une fleur, par email au téléphone, salut, je suis Mm. personne, vous avez besoin de moi. Donc moi, en plus, j'y arrive pas, quoi. C'est pas trop ma personnalité. Ouais, c'est Euh, une mentalité là pour le coup vraiment de commercial, le côté oui, un oui, peu mettre le pied dans la porte, se prendre des noms toute la journée jusqu'à ce qu'il y ait un oui, quoi. exactement. Et donc ça, j'aime pas trop. Et puis je suis pas hyper fort là-dedans. Donc on a beaucoup misé sur l'inbound. Donc on a créé une équipe marketing dédiée à ça pour créer bon le site, beaucoup de contenu, une newsletter. On fait beaucoup d'interviews le plus possible de gens qui ont des projets intéressants ou des technos intéressantes, techno no code low code. Le but c'est d'informer, de faire en sorte que les gens nous connaissent. Et puis si un jour eux ou un proche ont un projet, bah du coup ils peuvent penser à Superforge. Donc ça, c'est la première chose, construire vraiment la marque Superforge. Après, on investit aussi un peu dans le SEO pour que les gens nous trouvent facilement sur le web. On fait un petit peu de Google Ads, mais perso, je suis pas convaincu. Ou alors on les fait mal, j'en sais rien, mais je trouve pas ça efficace pour l'instant. Et après, il y a le développer son réseau, c'est-à-dire aller aux événements, rencontrer les gens, parler tout simplement à des partenaires ou autres agences pour justement Mm. se donner des tips ou se renvoyer des leads intéressants. Une agence qui fait plus du glide, du coup on peut travailler de manière complémentaire par exemple.
tu peux imaginer plein de choses. Et même une agence qui fait du web, alors en vrai, on peut avoir des choses, c'est déjà arrivé plein de fois en fait, où on se renvoie des leads intéressants pour X raisons. Des partenariats, des choses comme Tout à ça. fait, ouais. Donc je pense qu'il faut beaucoup s'entraider dans l'écosystème entre nous, parce que en vrai, entre guillemets, nos vrais concurrents, c'est pas les agences no code, c'est les agences de dev. Si on simplifie ça, parce que c'est vraiment un monde bien ancré quand même déjà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut aller percer en s'entraidant, plutôt qu'en se marchant les uns sur les autres. Et donc il y a ça. Puis après il y a tout ce qui est apport d'affaires. On essaie là de lancer un programme d'apport d'affaires. Je pense que c'est intéressant de donner la possibilité aux gens en récompense d'une commission, d'apporter un lead. Et puis il y avait un dernier point. Oui, le plus important, le bouche-oreille. En fait, je voulais terminer par celui-là. Bouche à oreille, ou des clients qui te recommandent leur contact ou leur réseau, parce qu'en fait ils ont bien aimé travailler avec toi. Donc ça, c'est vraiment un apport de lead très qualifié, intéressant, où tu as le plus de chances de closer parce que tu es propulsé par quelqu'un. Voilà, donc on essaie de mettre beaucoup d'efforts là-dessus plutôt. Ok. Je rebondis sur un premier point que tu as évoqué, c'est les événements. Moi, j'ai une petite anecdote. Je me souviens quand on s'est croisés au premier Web Today, enfin le premier où j'étais. Ouais. Je sais pas si toi t'avais déjà été avant. Je pense que c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Et vous étiez déjà une petite dizaine, hein, je pense. Et vous aviez tous des suites bleu marine avec marqué Superforge. Et je trouve que c'est hyper efficace pour se faire remarquer. Alors il faut le faire sincèrement et juste être sympa et être là et que tous les gens de l'équipe soient contents de le porter et tout. Tu vois, j'ai eu au No Code Summit l'année dernière, il y a eu la même chose avec l'atelier digital. Aussi, vous avez tous des t-shirts roses. Et pareil, tu vois, il y avait cet effet de se dire, Ouais. ah bah tiens, putain, j'arrête pas, je crois d'une première personne avec un t-shirt rose, tiens, je crois une deuxième. Et t'as envie un peu de leur parler, etc. Et j'avais trouvé que ça avait bien marché, je pense que, tu vois, vous étiez pas forcément dit peut-être, Oui, un petit peu, mais on ne savait pas si ça allait bien marcher ou pas, quoi. L'idée, c'est un peu ouais, ça permet de nous reconnaître, de dire, tiens, eux, ils existent dans l'écosystème. Tiens, en discutant avec eux, ils sont sympas. Et du coup, de bouche à oreille, ah oui, super fort, je les ai croisés, ils sont sympas. Et du coup, c'est toujours bien, quoi, ouais, clairement. Ouais, voilà, je pense que c'est une bonne technique. En tout cas, tu vois, ça m'a marqué encore ici. Donc voilà. Et oui, moi aussi, je trouve que l'apport d'affaires, même si c'est un mot, j'aime pas trop le mot, ça fait très un peu commerçant à l'ancienne et tout. Mais néanmoins, nous, on fait ça aussi, on pratique beaucoup ça avec des gens de la communauté qui nous ont amené des leads, enfin des prospects. Donc, en fait, moi, je trouve ça hyper cool parce que je trouve ça cool de récompenser les gens. Enfin, ça fait des liens comme ça. Et nous, on en a dans tous les sens. C'est-à-dire, on a aussi de l'apport d'affaires dans d'autres sens. On renvoie des projets, comme nous, on fait pas du tout de prestations, par exemple, des petites missions. Et puis, on est content aussi de recevoir 10% quand on a envoyé quelque chose à quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a un truc, je trouve, très sain quelque part. C'est l'argent, hein, c'est pas. En vrai, quand on fait des vraies relations, quand on fait des vraies mises en relation, en fait, les trois parties sont gagnants. C'est-à-dire celui qui met la mise en relation va avoir sa commission, il est gagnant. Celui qui est mis en relation, il va être mis en relation avec quelqu'un pour faire son projet de manière qualitative, il est gagnant. Et puis l'agence ou le freelance avec qui on met en relation est gagnant parce qu'il a un lead supplémentaire. C'est vraiment tripartite, tout le monde est gagnant. Donc ouais, faut pas avoir peur du mot. C'est fait pour faire du business, mais pour tout le monde. Ouais, non, c'est clair. Et comme tu dis, moi je pense que après, tu vois, quand tu bosses bien et que des gens sont contents de te recommander. Donc de toute façon, ils le feraient. Et si en plus toi tu les rétribues, je trouve que c'est là où ça devient sympa, tu vois. C'est-à-dire que des gens qui seraient prêts de toute façon à te recommander dans tous les cas, si en plus toi tu les rétribues, tout le monde est content, comme tu dis. Et en plus, le client au milieu qui a eu une recommandation de qualité, et puis tout le monde est bien, quoi. Donc je suis assez d'accord. Ouais. Et alors on va passer à la deuxième partie du projet. Moi, ce qui m'intéresse toujours vachement, une fois que vous avez signé un contrat, donc quelqu'un qui est arrivé, voilà, par exemple par un apport d'affaires, comment se passe un peu la phase de cadrage, comment est-ce que vous comprenez, vous recueillez le besoin du client, un petit peu toute cette phase-là. Est-ce que vous avez un peu des techniques, enfin un peu comment ça se passe, quoi? Alors, je dirais qu'il y a deux façons de faire. Tu as celui où il part, le client, quand il part vraiment de rien, ça peut être intéressant de faire un design sprint. Donc 3, 4 ou 5 jours.
Ça permet vraiment de creuser les idées et de s'établir sur une première version, d'avoir un début de maquette. Et puis après, on complète ça avec des jours de maquettage pour avoir vraiment la version finalisée sous Figma de l'ensemble des écrans. Donc la notion de design sprint, elle est bien. Donc c'est un ou plusieurs jours en atelier à défricher un sujet, et le designer ou la designeuse, ils sont là pour vraiment te challenger, te proposer et te soumettre les bonnes pratiques, mais aussi te tirer les jus du cerveau, parce que beaucoup, la connaissance métier de ce que tu veux faire et transcrire dans un produit, bon, c'est toi qui l'as. Dans le design sprint, tu peux faire aussi intervenir des cibles intéressantes qui veulent participer, utilisateurs futurs, etc. Donc c'est vraiment un moment d'échange collaboratif hyper important. Après, il y a ceux qui ont déjà bien avancé leur concept, qui ont déjà un cahier des charges assez construit, des débuts de wireframe ou des débuts de maquettes qu'ils ont fait eux-mêmes, parce qu'ils avaient envie de voir visuellement à quoi ça donnerait. Eux, tu peux leur proposer un atelier, une demi-journée ou une journée, pour que toutes les parties prenantes s'entendent sur la même vision, comprennent, on peaufine des choses. Et puis après, on passe souvent sur la phase de maquettage. C'est là où on construit, on met à plat vraiment le produit. Et grâce à Figma, qui est un super outil quand même, et grâce à l'expertise de la designeuse, là, tu peux aller très vite pour faire les différents écrans, mettre les bonnes pratiques de parcours utilisateur. Voilà, et tu construis tous les écrans, hein. Et donc c'est vraiment la première phase hyper importante. Ce qui fait aussi le designer, c'est qu'il va vraiment, alors mon parcours utilisateur, on appelle ça aussi user flow. Il va vraiment aller lister l'ensemble de ce qu'un utilisateur peut faire sur ton produit, et lister tout ça un peu dans le détail, c'est important. Et puis essayer de voir aussi une vision plutôt moyen long terme, avec une petite roadmap. Comme ça, on peut placer ce MVP ou cette V1 au sein de cette roadmap et s'imaginer des modules supplémentaires dans le futur. Ok, celui-là, je le veux pas tout de suite. On a bien vu que dans l'atelier ou dans le design sprint, les utilisateurs le voulaient moins, ou bien le voulaient différemment. Prenons le temps de mieux le construire après. Et au moins, comme ça, on a une vision plus long terme. Le produit, il faut le voir, c'est pas du one shot, jamais. Pour moi, c'est quasi impossible. Il faut le voir sur du long terme, savoir itérer. Voilà. J'ai encore pas vu de produit construit en une seule fois qui marche d'un coup, hein. Oui, non, c'est clair. Et même, je dirais que ça va à l'encontre de tout ce qui est un peu promulgué, on va dire, dans le dev depuis déjà la fin des années 90, le mouvement agile, etc. On sait maintenant que de toute façon, un client qui vient, qui donne un cahier des charges, qui disparaît, qui revient 6 mois plus tard, il n'a jamais ce à quoi il s'attendait. Ça n'existe pas. Et par contre, au contraire, de partir des choses petites, faire tester, itérer, etc. Non seulement ça permet que le client il ait ce qu'il veut, mais aussi que les utilisateurs finaux, finalement, c'est pas toujours le client qui décide, c'est les gens qui à la fin utilisent l'appli que tu construis pour ton client, quoi. Ouais, parce que tu peux avoir 6 mois plus tard, tu peux avoir la chose qui correspond à la vision du client, mais qui au final ne va pas marcher. Parce que pas marcher auprès de la cible, parce qu'il n'a pas co-construit avec, ou bien pas marcher auprès de ses propres collaborateurs, parce qu'il n'a pas co-construit avec ses propres collaborateurs pour son petit ERP en interne, ce genre de choses. Ouais, parce que là, tout ce que tu dis, on pense forcément, je pense, au développement de produits pour des startups, etc. Mais c'est exactement la même chose, comme tu viens de le dire, pour des produits internes, pour un outil, une petite plateforme en interne qui permet de gérer le parc informatique ou je sais pas quoi, ou le calendrier de publication d'un magazine. C'est pareil, pour construire ce genre de choses, il faut le voir comme un produit et que les utilisateurs sont les collaborateurs et collaboratrices, quoi. Tout à fait. Une fois que vous avez tout ça, est-ce que vous faites valider ça à au client? Est-ce qu'il y a vous lui montrez les écrans, du coup c'est ça que le document final, est-ce qu'il y a... vu que c'est co-construit, en fait, le client il est à chaque étape du développement, pas du développement, mais de la conception produit. Et au final, en effet, il y a une étape de validation de maquette. L'idée, c'est que aussi le client puisse se dire, ok, là on se fixe sur cette version, parce qu'en vrai, les idées fourmillent, tu veux plein de choses. Il y a un jour tu veux un truc, le lendemain tu veux un truc un peu différent. Donc il faut pouvoir se fixer sur une version. Après, on est aussi un peu agile dans le sens où si dans le dev tu t'aperçois vraiment que tel endroit tu voulais ça différemment, on change, il n'y a pas de souci. Juste on assesse le temps que ça va nous prendre de changer. Est-ce que c'est plus dur, moins dur? Donc on est agile à changer ça, il n'y a pas de problème. Mais l'idée c'est de minimiser ces moments-là où on change d'avis.
Donc on a une phase à la fin quand on a fait toutes les maquettes, on valide les maquettes avec le client. C'est le client qui valide, qui dit ok c'est bon, on peut passer au dev. Dans l'idéal c'est ça qui se passe, et après on passe au dev. Est-ce que des fois vous réajustez le devis ou des choses comme ça? Oui, il se peut qu'on réajuste en fonction de comment est-ce qu'on a développé, si on est tombé sur un os ou si on en a prévu ou s'il y a tout simplement plus de travail. Nous, on fonctionne tout à la journée en régie. Donc, si on estime qu'un projet va prendre 30 jours à développer, en vrai, c'est hyper dur de tomber pile sur le nombre de jours et le nombre d'heures qu'il faut pour développer un projet. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire quelque chose où on est proportionnel au temps passé. Donc là, il n'y a pas de coût caché. C'est vraiment, tu payes de l'expertise à l'état pur bah là, tu peux pas avoir de frais cachés. C'est un peu ça l'idée, quoi. Bon, après, c'est un gros mot, frais cachés, c'est pas ça le but, mais c'est Ouais. tu, 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 tu payes surtout pour ce pourquoi tu payes surtout, pardon, pour du temps passé. Ouais. Et s'il faut 2 Du jours temps. supplémentaires pour X raisons, on explique pourquoi. Et là, on peut faire des choix. C'est-à-dire, tiens, il nous faut 2 jours supplémentaires, mais en fait, en simplifiant ça, ça ferait qu'une demi-journée. Est-ce que c'est OK ou pas? Ou bien, tel module, on l'avait prévu en optionnel, autant pas le faire. Comme ça, on reste sur le budget. Parce qu'il faut aussi pouvoir faire ça, essayer de respecter le budget et la deadline, surtout le budget, parce qu'il y en a qui sont avec des budgets contraints. Mais bon, là, si on veut quelque chose un peu au forfait, au résultat, dans l'idée, ça va être plus cher que de la régie, hein. Donc, si on veut quelque chose entre guillemets sur étagère, il faut ultra bien cadrer et ça coûte plus cher. Et puis, en vrai, ça te protège pas du tout du prestat qui est obligé de te faire un avenant parce que c'était pas prévu au contrat. Tiens, c'est tel endroit, ce petit bouton qui fait ça et puis qui génère un rapport PDF, etc. En fait, on l'avait pas prévu. Ou bien le rapport PDF au final il a une tête beaucoup plus complexe que prévu. Bah c'est un avenant, ça coûte 900 € de plus. Et en fait, voilà, t'es pas même le produit sur étagère, t'es pas exempt de frais potentiels supplémentaires. Par contre, il faut essayer de travailler en bonne intelligence, c'est-à-dire Ouais, puis il y a une notion de confiance, quoi. C'est-à-dire si tu travailles tout à avec fait. des gens qui te font confiance, tu peux estimer que si tu leur expliques, parce que ça n'empêche pas que même s'ils te font confiance, il faut leur expliquer Ouais. le pourquoi. Bon bah ils vont dire ok et puis voilà. Ou alors ils peuvent dire bah non finalement on le fait pas quoi. Ouais, et puis il faut essayer de prévenir de ce genre de potentiels jours supplémentaires le plus tôt possible. Dès qu'on a Mm. l'info, faut le dire, pas au dernier moment. Donc ça nous est déjà arrivé un peu au dernier moment. Ah ouais, mais en fait là c'est plus que ce qu'on pensait. Mais on essaie de prévenir le plus tôt possible justement pour qu'on ait de la dispo à faire les choses différemment pour respecter le budget. Ok. Et on parlera peut-être après justement aussi de un peu la question de planning des devs. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant parce que c'est jamais facile de tu vois gérer quand un projet est terminé, quand est-ce qu'un dev il peut passer sur un autre projet. Enfin voilà un peu le staffing comme on dit de l'équipe. Mais juste avant peut-être de parler de ça justement sur le côté vraiment développement, implémentation de la solution. Donc là une fois que c'est cadré, que c'est validé, vous développez. Euh, est-ce que est-ce que généralement il y a un dev, deux devs? Est-ce que vous arrivez à travailler à plusieurs sur des outils no-code? Comment se passe un peu la partie technique? Est-ce qu'il y a des choses spéciales ou sinon il y a juste quelqu'un qui le fait et puis voilà quoi? Alors sur Bubble, c'est généralement un dev qui fait tout, pas front Ok. et back, on va dire. Ouais. Euh, sur WeWeb Exano, généralement c'est aussi un dev, mais le Exano on peut travailler à deux du coup. Un front, un back, ça peut être efficace aussi. Mm. Généralement, la taille des projets qu'on fait, ça a du sens de mettre qu'un seul dev. Des fois, on met une paire de devs, un plus junior et un plus expérimenté, justement pour faire monter en compétence le plus Mm. junior. Voilà. Webflow, c'est aussi un seul dev. Et il déroule en fait ses sprints. Et c'est donc vu qu'on fonctionne en sprint d'une semaine, il déroule ses sprints. Chaque petit sprint a une phase QA. Le dev fait sa propre QA et puis c'est un autre dev qui fait la QA de son projet. L'idée c'est de QA s'entraider. la qualité quoi, Ouais, les les tests, tests, oui. vérifier. QA Quality Assurance. Ok. Et alors une fois qu'on arrive à la fin.
une fois que donc c'est développé. Est-ce que vous avez une phase de recettes, de tests utilisateurs? Comment ça se passe ce truc et comment le client après dit bon, c'est bon, je suis content, hop, je signe quoi. Alors, donc, à la fin de chaque sprint, on a une mini phase de QA, donc de test. L'idée, c'est que la phase de QA finale de notre côté, elle soit la plus courte possible. Ça aide de faire des petites QA par sprint, mais normalement, c'est comme ça que ça se fait dans le dev. En tant que dev, tu testes ton code, puis après tu le mets en pull request, donc demande de changement de code sur le code principal, et tu as les autres devs qui viennent dire si oui ou non ça remplit les fonctions et c'est bien écrit, etc. Donc elle est là, le test sur le code en lui-même. Et après, dans le dev, ça dépend, mais je fais le parallèle avec le dev, mais le dev, et après, tu as une équipe test spécifique dans le dev classique qui vient aller tester vraiment la feature en elle-même, là où les features en elles-mêmes. Et s'il y a des problèmes, ça remonte au dev pour qu'il corrige et qu'il corrige son code. Bah là, c'est un peu la même idée, sauf que c'est un circuit un peu plus court. Le sprint, il dure qu'une semaine, alors qu'en dev, c'est généralement en moyenne 2 semaines. Et c'est entre nous qu'on fait le testing. J'ai pas d'équipe QA encore, je rêverais, ça serait cool. Mais j'ai pas encore ça. Du coup, on teste entre nous. Mais ça marche plutôt bien. Et à la fin, on a une grosse phase de test où c'est pas celui qui a développé le projet qui teste, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, ça peut même être moi. Et dans l'idéal, on a établi un cahier de recettage et on suit le cahier de recettage tout bêtement et on fait tous les tests. Comme ça, le dev refixe et ensuite on soumet ça au client et il suit le même cahier de recettage. Okay. Et s'il y a encore des bugs, on refixe et après on livre. Qui c'est qui l'écrit, le cahier de recettage? Alors pour l'instant c'est le dev qui fait un peu office de chef de projet sur son dev. Ouais, c'est des petits projets. Tu nous as pas décrit vraiment cela dit, je t'ai pas fait décrire l'équipe, enfin les rôles de l'équipe. Ouais, ça dépend du projet. Petit vous avez des chefs de projet? Ouais. Alors, ça dépend du projet. Petit projet et moyen projet, t'as un designer et un dev. Le designer, il est chef de projet sur sa partie. Le dev est chef de projet sur sa partie. Okay. Et ensemble, ils travaillent de concert. Sur les plus gros projets, on a le designer, le chef de projet, le dev. Okay. Et donc sur les plus gros projets, c'est le chef de projet qui fait le cahier de recettage. Sur les petits projets, c'est le dev qui fait son cahier de recettage en même temps qu'il dev par sprint. Parce qu'il fait, c'est sa partie chef de projet qui fait le cahier de recettage. L'idée, c'est de pas avoir trop d'intermédiaires sur des petits projets pour pas alourdir un projet et rester dans ce côté agile, efficace. Ils sont OK avec ça, les devs, de faire ça? Oui. Bah, après, il y a plus ou moins d'appétence en fonction du dev. Donc, en fait, c'est une compétence à développer à côté. Mais on itère sur nos templates, sur notre façon de présenter les choses. Et donc, on s'améliore à chaque projet. Ouais. C'est intéressant comme méthode. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Dans des équipes de dev traditionnelles, je pense que ça pourrait être difficile. Mais en tout cas, je pense que je sais pas l'expérience que tu as eue. Moi, je sais que j'avais des devs qui étaient vraiment allergiques quand il fallait écrire des mots, quoi, tout simplement. Oui, moi, ce genre de choses. Ouais, moi, dev, tu as ton backlog et tu dépiles tes tickets et c'est tout, quoi. Mais entre guillemets, tu vois, tu fais du dev, quoi, à fond. Ouais. C'est ça, ton clavier, il te sert que à taper du code, quoi. Pas d'autre chose, pas des emails, pas des machins, pas de réunions, pas de... En fait, si, en dev, tu participes aux réunions, mais plus pour le côté technique, on te demande ton avis. Ouais. Ça, c'est hyper important. Je pense que beaucoup de devs, si on pouvait leur épargner, ils le feraient. Mais c'est un mauvais côté, je trouve, de beaucoup de devs aussi, des fois, de vouloir un peu... peut-être les mauvais devs aussi, je veux pas trop caricaturer ce métier, en plus que j'ai fait pendant longtemps aussi. Mais il y en a qui veulent juste... qui s'intéressent pas vraiment au projet en tant que tel, qui sont vraiment que dans la technique, ils s'en foutent de savoir à quoi ça va servir ce qu'ils font, etc. Et ça, je trouve aussi, c'est un peu dommage en général, quoi. Après, ça dépend, je pense, des appétences. Il y en a qui aiment ça, être un peu plus haut niveau et voir d'autres choses et challenger un peu le produit avec leurs compétences tech. Et il y en a, ils sont pure tech et puis du coup, peut-être ça leur donne un avantage dans la résolution de problématiques que d'autres n'ont pas. Typiquement, moi j'ai vu dans d'autres boîtes que j'ai travaillé, tu avais des devs, enfin ils te faisaient des optimisations, tu comprends pas comment ils ont fait, quoi. C'est rarement, mais ultra bien pensé. Donc c'est vraiment leur expertise à fond, quoi.
Et donc en fait, si t'es expert à fond, c'est dur d'être aussi bon dans autre chose, quoi. Donc, Ouais, et puis c'est peut-être pas ce qui leur ouais. plaît, tout simplement. Ouais, non, je suis d'accord, hein. Non, mais moi, je pense qu'il faut justement, quand on tire Faut de profit tout. Ouais. justement, voilà, de ça, tout ça, c'est intéressant. Mais c'est, tu vois, et justement, du coup, j'imagine, et là, je peux me tromper, mais que les profils peut-être que tu as dans ton équipe, et justement, tu vas nous raconter un petit peu, euh, ont justement peut-être moins ces côtés-là de dev, peut-être parce qu'ils viennent, enfin, tu vois, qui sont plutôt nos codeurs, nos codeuses, et donc, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent avoir plus facilement peut-être aussi, justement, ces compétences un peu transverses, ces choses de gestion de projet, ils sont moins sensibles, peut-être moins à fond dans la technique uniquement, quoi. Alors ouais, tous les devs de l'équipe, ils sont soit dev en reconversion, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous 10 ou 15 ans dans notre métier. Et en fait, on a recruté dans ce sens-là parce que, comme tu dis, ils ont des compétences transverses que des devs sortis d'école ou des devs n'auront peut-être pas. Donc, il faut parler donc sur des petits moyens projets, il faut parler avec le client, comprendre aussi euh, certaines façons d'écrire du client. Il faut pouvoir lui présenter, lui faire des emails récap. Enfin, c'est pas que du dev. Voilà, il faut faire sa gestion de projet, son reporting. Enfin, et il faut être autonome, communicant. Hmm. Donc tous les profils de reconversion, ils sont hyper forts pour ça, je trouve. C'est vraiment leur vraie force par rapport Hmm. à un dev classique. Donc le dev classique sorti d'école, on va dire en moyenne, il sera meilleur dev que celui qui est en reconversion. Mais celui qui est en reconversion, il a tellement d'atouts à côté qu'au global, sur la prestation globale, ça va être hyper plaisant de travailler avec quelqu'un qui a fait de la reconversion. Surtout si en plus le projet en question, il est issu du domaine dans lequel il était avant. Alors là, Ça, c'est c'est l'idéal, le ouais. top du top. Hmm. Est-ce que tu peux justement nous dire peut-être combien vous êtes et un peu, tu vois, la répartition par rapport au nombre de devs, designers ou les fonctions transverses, tu vois, enfin. Yes, là aujourd'hui on est 10, Ok. 10 internes. Après on s'équipe, on pourra en parler, mais on s'équipe maintenant de pas mal de freelance Ouais. pour faire des squads spécifiques, euh, calqués un peu sur nos méthodes de travail. On va essayer de faire ça cette année. Donc là on est 10, on est 7 dans l'équipe prod et 3 dans l'équipe business marketing. Ok. Euh, l'équipe prod, c'est un mix de dev et designer. Et Ok. l'idée c'est vraiment que l'équipe prod travaille de concert. Voilà, les designers, ils travaillent beaucoup avec les devs, et inversement, enfin, ils travaillent ensemble pour assurer que ce qu'on conçoit dans le design, ce soit développable facilement, tout en répondant aux attentes et en résolvant les problématiques Est-ce des que clients. vous avez des designers qui sont aussi potentiellement à l'aise avec les outils no-code? Enfin, je sais pas, je pense à Webflow par exemple. Est-ce que vous avez des designers qui peuvent et faire une maquette dans Figma et l'implémenter? En interne, non. Euh, c'est un dev Webflow qui prend des maquettes et qui intègre les maquettes. Par contre, dans notre petit réseau de freelance, ouais, il y a des designers qui font design et Webflow. Ok. Je trouve d'ailleurs que c'est deux compétences qui se marient plutôt bien. Enfin, ça peut Hmm. être une vraie corde à l'arc du designer en plus, hyper intéressante, pour pouvoir vendre des prestations un peu plus larges. Bon, faut prendre le temps de le faire, quoi, et de Hmm. monter en compétence, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Euh, ouais. Ok. Et comment tu recrutes? Alors, il y a 3 ou 4 profils, si je ne me trompe pas, de reconversion. Je les ai recrutés grâce euh, à Typical, bon, qui depuis a fermé, mais c'est dommage parce que c'était un vrai beau concept de Freddy Salaberry et Sandra. Et eux, ils m'ont aidé à recruter des profils en reconversion. Le deal, c'était ça coûte tant, je te présente 2 profils, c'est sûr, t'en recrutes un des deux. Et ça s'est révélé vrai à chaque fois, donc c'est génial. Ok. Donc voilà, je suis passé par du recrutement externe de ce type-là. Et sinon maintenant, là maintenant qu'on a travaillé la marque Superforce, je reçois pas mal de Hmm. candidatures, quoi. Donc Ouais, j'imagine que, parce que maintenant qu'il commence à y avoir des formations aussi plus ou moins longues qui sont en place, qu'il y a, vous avez une marque qui est un peu établie. Moi, tu vois, je pense que ça m'est arrivé
Typiquement, tu vois, quand je discute avec des gens qui viennent de finir des formations, bon, notamment plutôt sur Bubble, etc., je leur dis, bah voilà, allez regarder des agences, des Thinkso, des Superforge, des gens comme la Bastide, etc. Et voilà, et c'est là où il faut essayer d'aller pour postuler, monter en compétences et tout. Donc j'imagine que ça a dû devenir un petit peu plus facile là-dessus. Alors après, j'imagine que si les profils sont pas tous forcément intéressants, et d'avoir un petit peu tout et n'importe quoi, mais aujourd'hui, ouais, ça... ouais. Il faut que le profil corresponde pile aux besoins du moment de l'agence. Donc c'est hyper dur C'est aussi de quoi un peu, prévoir des... ouais. Toi, les critères un petit peu, je veux dire, au-delà, un petit peu, peut-être pas forcément sur la technique, mais tu vois, c'est quoi un peu toi les critères que tu regardes déjà dans un CV par exemple, ou peut-être tu regardes pas les CV, je sais pas, enfin tu vois, c'est un Ouais, je peu... regarde pas trop les CV. Ouais. Ouais, ok. C'est plutôt la première visio qui m'intéresse parce que du coup on parle et on fait connaissance. Je veux que le feeling humain il passe bien. C'est même la première et la dernière step du recrutement. La première step, c'est est-ce que humainement on va coller. La deuxième, c'est un test technique pour voir comment la personne réfléchit quand on veut recruter un dev, par exemple. Puis après, on discute, on débriefe ensemble du test. Et puis la dernière step, c'est un call avec l'équipe. Donc toute l'équipe. Donc Ok. ça peut paraître impressionnant, mais au moins on peut discuter et tout. Le but c'est que nous on puisse savoir si il y a un feeling qui passe avec la personne, et puis la personne savoir s'il y a un feeling qui passe avec l'équipe. Euh, Ok. Avec toute voilà. l'équipe. Ça c'est... Ceux qui ça peuvent doit... se libérer, mais Enfin, non, ouais. on essaye de pas faire tout parce que ça fait un peu impressionnant. Après. Ouais, c'est ça, ça doit Euh, être... bon, au-delà du fait que ça prend du temps aussi, non, on en prend 4-5, à pas mal de... ouais. 3, 4, Même 5 de l'équipe. 4-5, ouais, ça doit être quand même un peu L'idée, impressionnant c'est quand même. de lancer Mais des c'est bien, hein. discussions et tout, Ouais. mais c'est impressionnant un peu, mais c'est pas vocation de stress ou quoi, c'est vraiment pour faire connaissance et voir si même la personne peut se sentir Bien sûr. bien au sein de l'équipe. Ouais, moi Après tu vois, ça, là, la personne, elle se sent motivée ou pas, là. non, mais tu vois, je trouve que c'est une super idée, tu vois, que j'ai pas vu forcément souvent, tu vois, mais je trouve que c'est hyper important, même quand soi-même, tu vois, on candidate dans un job, bah, des fois, tu parles, ok, avec 1, 2, 3 personnes dans le process de recrutement, mais imaginons, je caricature un peu, mais tu te retrouves dans une boîte, enfin, tu t'acceptes, tu prends le poste, mais en fait, tous tes collègues, tu les aimes pas du tout, et tu Ah sens oui, pas là, du c'est tout à chaud. l'aise. Bah oui, là, tu C'est... pars rapidement, en fait, Ouais, voilà. et la boîte recommence de zéro le process de recrutement et tout C'est le monde est ça, et perdant. tout le monde a perdu du temps, quoi. Bon, Et ouais, ça ouais. serve les périodes d'essai aussi, mais c'est... ouais, non, c'est pas mal, je retiens, effectivement, c'est un bon conseil, je trouve. Et alors, dernier point, peut-être, parce qu'on arrive un peu sur la fin, mais justement, je suis curieux de savoir un petit peu justement comment tu gères le staffing, le planning un peu des gens. Est-ce que vous avez toujours des projets? Moi, c'est un des trucs que je trouve le plus difficile à gérer dans une agence. J'en parlais la dernière fois justement avec les gens de la Bastide. Tu vois, c'est comment tu fais pour que soit les gens ne s'ennuient pas, enfin, tu vois, que les gens ils aient toujours du taf, mais aussi qu'ils en aient pas trop et que vous puissiez toujours avoir assez de projets et que s'il y a des nouveaux projets, tu vois, comment tu gères un peu ce jeu, un peu de ce Tetris Clairement, c'est du Tetris, ouais. Littéralement, je suis d'accord. Non, c'est clairement pas simple. C'est clairement pas simple, surtout que des fois, enfin même souvent, t'as des projets qui se chevauchent dans le sens où tu termines un projet et puis t'as la phase support qui vient se chevaucher sur l'autre. Donc c'est voulu, c'est fait exprès. Si toi, t'as ta phase support qui chevauche le projet suivant, c'est que toi-même, ton projet, il a été chevauché avec une phase support du projet précédent. Donc c'est donnant-donnant. Et ça permet justement d'accompagner juste après la fin de projet sur cette phase support. Si jamais il y a des petites améliorations à faire ou des bugs encore qui sont arrivés dans le lancement de la bêta. Donc c'est important d'avoir cette phase-là et du coup des fois tu as des projets qui se chevauchent un peu. Donc faut s'organiser comme ça. En tant que dev, il faut pas hésiter à, à essayer de s'organiser un max. Bon c'est pas simple hein, clairement parce qu'il faut switcher un peu mentalement de contexte pour repartir sur l'autre projet un petit peu Ouais, c'est clair. alors qu'on est sur un nouveau. On essaye de faire qu'il y ait du temps entre chaque projet pour se poser, apprendre des process, faire une rétro entre nous et puis écrire un peu les connaissances. C'est-à-dire si sur un projet, tu as fait une intégration Stripe de type Marketplace, bah, du coup, tu vas te mettre dans Notion et tu écris tout comment tu as fait. Comme ça, le suivant, Vous arrivez il à lit prendre ce temps? et pas tout le temps, non. C'est pas simple. Ouais, Ouais. ouais, On j'imagine, mais c'est essaye, vachement mais bien, c'est hein, pas ouais. simple. Et puis en plus, les choses évoluent vite, quoi. Donc un tuto Bubble, en fait, 6 mois plus tard, il faut le refaire. Ouais, tu Parce m'étonnes. qu'il faut le faire différemment, voilà. Donc tu dois connaître ça d'information. Ouais. Il faut refaire les choses, les mettre à jour. Donc ouais, il y a ce chevauchement-là. Et puis
Et puis j'essaie de faire en sorte de trouver des clients avec qui on va travailler sur le long terme. Donc de placer des devs 6 mois, 9 mois, un an chez un client avec une roadmap donnée et de faire en plus des projets entre guillemets one shot qui durent 1 à 3 mois, on essaie de faire des devs placés sur du long terme. Donc ça, il est placé quasi full time ou full time et là du coup on a des jours dédiés au projet quoi. Là c'est facile, le planning il est posé quoi. Ouais, ça stabilise un peu, même économiquement, ça peut aider. Du coup, en tant qu'agence, tu vois beaucoup plus loin financièrement. Ton prévisionnel il est plus clair. Donc j'essaie d'avoir de plus en plus de projets comme ça. Mais bon, ça dépend entièrement du client, quoi. Si son business marche, s'il a ce besoin, tu vas pas sortir le besoin du chapeau, clairement. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, quand ça déborde, tu disais vous aviez des freelances aussi autour de vous. Et soit quand on a trop de taf et donc du coup on travaille avec des freelances, soit quand on veut co-travailler avec des freelances ensemble parce qu'il y a trop de taf mais il faut le faire en peu de temps, soit quand on n'a pas l'expertise. Si par exemple demain il faudrait faire un projet WeWeb Supabase on n'a encore jamais fait. La techno est intéressante mais je prendrais un freelance Supabase qui viendrait faire la partie back. Donc ça n'empêche pas. Et, ce qu'il faut surtout c'est que le projet soit bien leadé, bien cocooné au sein de Superforge et pas délégué et au freelance et puis débrouille-toi. Ça clairement non. Ok, bah écoute, c'est super intéressant, merci beaucoup. Juste une petite dernière question. Qu'est-ce que vous utilisez en outils en interne pour vous organiser? Là, par exemple, tu parlais de tutos, de choses comme ça. Où est-ce que vous stockez la connaissance? Ouais, quasi tout est sur Notion pour la connaissance centrale de la boîte. On est beaucoup aussi sur Discord, vu qu'on est tous en remote. Notre lien principal, c'est Discord et nos channels audio. C'est hyper pratique pour garder le lien. Ça, c'est les 2 outils principaux. Le site web, c'est sur Webflow. Tous les typeforms de leads, c'est sur Typeform. Enfin, les formes de leads, c'est sur Typeform. On fait un peu de make pour les automatisations en interne. Si quelqu'un remplit Typeform, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie un message Discord, ça crée la carte dans le Notion, ce genre de choses. Et quoi d'autre? Et puis après, on a des petits outils marketing. On a Brevo pour la newsletter. On a Canva pour le design, Figma pour le design évidemment. Je sais pas si j'en oublie sûrement. Ok, oui, non mais c'est déjà pas mal. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous documentez publiquement? Enfin, tu vois, est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez un blog où vous partagez des choses? Alors, il y a les cas clients qui sont pas mal documentés. On documente les cas clients et dans le blog, on a des articles qui parlent de business, product, l'univers no code en général, et puis surtout des interviews. Donc on essaie de faire des interviews d'acteurs intéressants, que ce soit des gens qui lancent leurs produits ou bien des éditeurs no code ou autres, que vous trouvez intéressants. Et donc s'il y en a qui veulent faire une interview avec plaisir. On fait du écrit, on essaie de faire un peu de podcast, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, de l'audio, c'est plutôt de l'interview audio, c'est pas du podcast qu'on fait, c'est l'interview audio, c'est un peu différent. Mais ouais, ça prend du temps, clairement. Ouais, ok, non bah écoute, c'est cool. Ouais, bah, de toute façon, moi j'ai vu régulièrement, effectivement, c'est vrai que vous avez, je trouve, une stratégie de contenu qui est intéressante. Enfin, quand je dis stratégie, c'est pas du tout. Enfin, vous faites publier les choses et tout. Non, mais vous avez tout de suite très orienté, enfin, dans le sens où ce que vous faites est aussi de qualité, hein, c'est intéressant, tu vois, quand vous partagez ça, c'est quand même aussi des vrais articles et tout, donc c'est cool. Donc bravo pour ça, parce que je pense que c'est pas facile de aussi trouver du temps et prioriser ces choses-là. C'est pour ça qu'on a recruté dans ce sens-là, ouais. Si on aurait dû faire les 2 associés, ça nous-mêmes, ça aurait été hyper difficile. Ouais, mais c'est bien, c'est un investissement de se dire, bon, on va avoir des gens qui vont faire ça. Tout, c'est chouette. Toi, où est-ce qu'on te suit, s'il y a des gens qui veulent te contacter ou suivre un peu ce que sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Ok, ça marche. Bah, je mettrai le lien. De toute façon, tout ça sera dans les notes. T'es sur le Slack de No Code France aussi, le cas échéant. Et bah écoute, c'est très cool. Est-ce que vous recrutez en ce moment? Surtout des freelances pour l'instant. L'idée, c'est de travailler de pair, interne, externe, et de faire ça sur 2024.
Et si on arrive à faire ce qu'on veut faire, là, on pourra recruter et continuer de grandir en interne. Et d'ailleurs, oui, j'ai une question. Enfin, c'est en fait par curiosité, parce que donc j'ai vu sur le site, il y a un petit peu les photos de toute l'équipe et il y a beaucoup de femmes dans ton équipe. Ah oui, oui. Les hommes sont en infériorité là, on s'est fait battre. Ouais. Mais non, mais c'est chouette. Est-ce qu'il y a une raison, tu penses, pour ça? Enfin, est-ce que ou c'est juste vous avez plus de candidates qui se sont présentées? Non, je pense que c'est le gros hasard, j'en sais rien. Non, le gros hasard, je pense. Ok. Non, bah c'est cool, tant mieux, parce que j'ai pas de raison particulière, mais non. Je trouve que c'est important d'essayer un peu dans l'écosystème no-code et donc dans les emplois aussi autour du no-code, d'essayer d'avoir plus de parité que dans le monde du dev traditionnel. Donc c'est chouette. C'était marrant parce que il y a quelques mois, j'avais interrogé les fondateurs de Rocky, donc qui est une agence à Marseille. Je crois que c'était le cas aussi chez eux. Il y avait une majorité de femmes. Cool. Et donc voilà, donc c'est marrant. Donc du coup, ça m'a fait en regardant, j'ai remarqué ça. Écoute, tant mieux. C'est bien. J'espère que, pour être mis en avant et inspirer aussi d'autres gens dans la communauté, parce que malheureusement dans la communauté, on voit quand même plus les hommes. Mais bon, heureusement que professionnellement, c'est peut-être moins le cas. Donc c'est bien aussi, quoi. Cool. Et écoute, trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Et puis à très bientôt, bon courage pour toutes vos futures aventures. Et puis on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.